Bienvenue pour cette dernière session de conférence de Devoxx France 2015. Nous allons vous présenter hachons peu mais hachons bien. Ça tombe bien, il y a un hashtag aussi, vous pouvez en profiter. Moi je m'appelle Olivier Bourguin, je suis freelance. Je fais du développement, de la formation, du consulting. Vous pouvez me trouver sur Twitter, @Olivier Bourguin. Et je suis Olivier Croisier, également freelance depuis pas trop longtemps, chez Moquette Technologies. Vous me connaissez peut-être, j'adore raconter des bêtises, donc je vous en raconte tout de suite. J'adore écrire des bêtises aussi, parce que c'est encore plus drôle quand ça s'arrête. Donc vous pouvez me trouver sur The Colors Breakfast et sur Twitter. De quoi est-ce qu'on va vous parler? On va vous parler évidemment de hashcode, mais d'abord on verra qu'est-ce que c'est l'identité d'un objet, parce que c'est la base et le hashcode est très lié à ça. On verra le hashcode lui-même, comment on l'implémente, quelles sont ses caractéristiques, comment ça marche. Ensuite, comment c'est utilisé dans votre JDK. Vous vous en servez sûrement au quotidien. Il y a des développeurs Java d'ailleurs ici. Ok, stop. Maintenant, qui utilise Java 8? Ah, quand même. Quand même. On parlera de Java 8, on a des exemples de code. Et ensuite, on va parler de performance, parce que c'est quand même intéressant les performances. Alors déjà, je vais vous parler un tout petit peu de complexité, faire un petit rappel. Les notations O, de N, tout ça, vous avez sûrement vu ça quand vous étiez étudiant. Mais je vais vous faire un petit rappel. La première, c'est la complexité constante. C'est-à-dire que votre algorithme, il va avoir un comportement qui ne dépend pas de l'ensemble de données qu'il traite. Ensuite, il y en a un autre qui est sympa, le O de log de n, qui lui va avoir un comportement qui va... Enfin, il va avoir un temps de calcul qui va augmenter avec la taille du dataset. Par contre, il va augmenter moins vite que la taille du dataset. C'est pas mal dès que vous avez des très gros ensembles. Ça, typiquement, c'est ce que vous trouvez dans les structures en arbre. Par exemple, quand vous cherchez un mot dans un dictionnaire, si vous avez le petit dictionnaire de poche ou si vous avez l'encyclopédie en 25 volumes, quand vous cherchez un mot en particulier, vous allez peut-être mettre 4 essais sur le petit dictionnaire et 5 essais sur l'encyclopédie en 25 volumes, mais grosso modo, vous voyez que le temps, la complexité est amortie. Il y a le O de n, donc lui qui a une complexité qui est proportionnelle directement avec la taille de votre ensemble de données. On trouve ça dès qu'on fait des parcours linéaires de tableaux, de listes, etc. C'est pas terrible, mais il y a encore pire. Il y a le O de n carré, n cube, etc. qui a un comportement qui devient très rapidement... Il a un comportement qui part très vite vers un temps infini pour résoudre des problèmes. Souvent, on essaye de l'éviter, celui-là. Parce que ça marche en test, mais ça marche pas trop en prod. Après ces effets spéciaux délirants, je vais vous parler de l'identité. Parce qu'on ne peut pas parler d'hashcode sans parler d'identité. Alors, l'identité, en Java, on distingue deux types d'identité. On distingue l'identité physique, c'est-à-dire concrètement où est placé mon objet dans la mémoire. Parce qu'il faut bien les placer quelque part. C'est ce que vous testez avec l'opérateur égal-égal. Quand vous comparez deux références, en fait, ça va regarder ce qu'elles pointent au même endroit. Et puis, vous avez une notion d'identité logique. Donc là, ça n'a rien à voir avec Java, c'est simplement votre métier qui va vous inspirer une façon de comparer les objets. Cette identité logique, comme Java ne peut pas la deviner, il ne peut pas deviner ce que font vos objets, vous allez devoir la fournir, et c'est la méthode equals qui va vous permettre de faire ça. Grosso modo, vous pouvez comparer vos objets de la manière que vous voulez, en fonction de ce qui fait sens pour votre métier, mais il y a quand même un contrat à respecter, qui est exprimé dans la Javadoc de la méthode equals. Il faut que votre algorithme de comparaison soit réflexif, c'est-à-dire qu'un objet doit être égal à lui-même, c'est quand même la moindre des choses. Il doit être symétrique. C'est-à-dire, si je suis pote avec Olivier et qu'Olivier est pote avec moi, ben, tout va bien. Ça ne peut pas être unidirectionnel. Il doit être transitif. Si je suis pote avec Olivier qui est pote avec quelqu'un, pour déduire que les amis de mes amis sont mes amis. Vous voyez. Il doit être stable. C'est-à-dire, concrètement, je le rencontre 2 fois d'affilée, un coup je suis son pote, un coup je ne peux pas le voir. Ça, c'est pas cool. Donc, ça doit être stable. C'est-à-dire que, grosso modo, dans votre algorithme de comparaison, il faut absolument éviter de faire un random. Faut éviter de faire un système current time melee, il faut éviter de faire ce genre de choses. Et puis il doit être non nul. Pourquoi il doit être non nul? Parce que je ne peux pas appliquer la clause de symétrie avec nul. Si j'étais égal à nul, comment on pourrait dire que nul est égal à moi? C'est un peu difficile. Donc tout ça c'est bien expliqué dans Javadoc. Et ça nous inspire un guide d'implémentation. C'est une espèce de petite recette que vous pourrez suivre pour être sûr d'avoir un hashcode qui est correct. Une égalité qui est correcte, un equals. Première chose, tester avec égal-égal. Si on vous demande de vous comparer avec un objet et que vous apercevez que cet objet c'est vous-même, vous dites bah, je suis égal avec moi-même. Déjà, tac, on peut arrêter là.
Ensuite, vous allez tester instance of. Est-ce que si je suis une pomme, on me demande de comparer avec une patate? Bon, c'est une pomme de terre. Donc c'est un sous-ensemble de pommes, donc ça va. Ouais, bon, il y a des comparaisons un peu bizarres. On va utiliser dans ce cas-là instance of plutôt que getClass. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, ça vient du principe de substitution. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un fait une sous-classe de votre classe juste pour ajouter un champ ou deux, et que ça ne change pas fondamentalement la notion d'identité, il faut que vous soyez capable de dire, bah oui, je peux me comparer concrètement avec une sous-classe de moi-même. Ensuite, vous allez convertir avec un cast, et puis comparer, pour finir, les champs qui vous intéressent. Pour comparer les champs qui vous intéressent de votre objet, depuis Java 7, il y a une classe qui s'appelle Objects au pluriel, qui vous fournit tout un tas de méthodes utilitaires. Il y en a une qui s'appelle Equals, qui tout simplement va prendre deux objets en paramètres et va les comparer, mais va surtout faire le test de non-nullité à votre place. Vous n'avez pas besoin de faire si je suis différent, enfin, je suis forcément différent de nul. Si l'objet qu'on passe en paramètre est différent de nul, etc., alors je fais la comparaison. Là, vous n'avez même pas besoin de vous en préoccuper. Vous passez les deux références à Equals et il va tester pour vous. Donc ça vous permet de faire des algos plus courts. Regardons un exemple avec un compte en banque. Nous avons ici une classe bank account qui possède un champ bank ID et un champ account ID, et ce sont ces deux champs qui vont créer l'identité de notre compte en banque. On reconnaît ici le égal, le instance of, le cast, donc la troisième étape, et ensuite j'utilise objects.equals pour comparer les champs de type objet et puis un égal pour comparer les champs de type primitif. Une bonne pratique, c'est de se dire que l'identité n'est pas modifiable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez construit une instance, elle représente un certain objet qui a une certaine identité, et cette identité, elle ne peut pas changer avec le temps. Ça permet de faciliter le raisonnement. Si vous voulez modifier l'identité d'un objet, c'est qu'en fait, vous ne voulez plus avoir le même objet, vous voulez avoir un autre objet, puisqu'il n'aura pas la même identité, donc autant avoir une autre instance. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, rendre les champs final, ça vous oblige à les prendre en paramètres du constructeur, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas construire une instance sans avoir son identité complète. Vous êtes obligé d'avoir son identité complète pour pouvoir construire une instance, et donc vous n'avez pas d'état intermédiaire un peu bancal. Quand vous avez une identité composite, donc comme on a vu dans le compte en banque, donc deux champs qui composent l'identité, il y a un truc qui peut être bien à faire, c'est de les extraire dans une classe à part, qui sera immuable, et qui se comportera donc comme un value type, grosso modo un peu comme un type primitif, quelque chose qui une fois construit ne peut pas changer de valeur, et que vous pourrez trimballer à droite et à gauche de manière atomique, sans problème. Ça permet également, si vous avez une référence quelque part sur ce champ d'identité, comme vous n'avez qu'une seule référence vers l'instance qui possède plusieurs champs, mais une seule instance qui définit l'identité, vous pouvez swapper facilement cette référence en la déclarant volatile ou en utilisant un atomic référence, ce genre de choses. Donc ça vous évite de synchroniser sur plusieurs champs. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Bon, je vous ai mis un exemple. On a extrait l'identité dans Bank Account ID, ce qui nous permet de ne plus comparer que sur l'ID, et on vous passera l'implémentation de ça. Maintenant qu'on a des objets qui ont une identité, on les place dans des structures de données, par exemple des sets, des maps, et après, on veut les rechercher. Est-ce qu'on doit les chercher quand on veut les insérer, ou quand on veut simplement savoir s'ils sont contenus ou retrouver la valeur associée à une clé. Si on le faisait un peu naïvement, on ferait une recherche linéaire, O de n, on dépend de la taille de l'ensemble des données qu'on veut chercher. Est-ce qu'on peut faire un peu mieux? Je pense que vous savez tous qu'on peut faire mieux, mais on va voir comment ça se passe en pratique. Il y a plein de structures de données qui ont un comportement meilleur que le O de n. Donc il y a des arbres, il y en a dans votre JDK aussi, des tables de hachage, il y en a dans le JDK, des heaps, etc. Il y a plein de structures de données. Nous ici on va parler des tables de hachage qui servent à implémenter des hashmaps et des hsets, puisque le hset en Java est basé sur une hashmap. Le hashcode, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de classification. C'est-à-dire qu'on prend des objets et on va les classer dans des groupes, assez arbitrairement. C'est la méthode hashcode qu'on voit tout le temps sur les objets. Et ça permet de classer dans des petits groupes. Et ensuite, quand on a réparti nos objets dans différents groupes, on va chercher par égalité, par l'identité, dans ce groupe. C'est-à-dire que si vous avez un nombre énorme d'objets, vous les répartissez en plein de petits groupes, vous cherchez dans chaque petit groupe, et ça ira beaucoup plus vite que de chercher dans l'ensemble. Donc on peut prendre comme exemple, vous êtes
avec des potes, vous sortez d'un bar, il y a un grand parking devant, et vous êtes tellement bourré, vous êtes tellement soudoyé aussi, le barman pour qu'il vous rende vos clés, vous arrivez sur le parking, puis vous vous rappelez plus à quoi ressemble votre voiture. C'est pas de bol. Il faut être vraiment bourré quand même. Mais vous avez la clé. Donc vous savez au moins un truc, c'est que la clé rentre dans la bonne serrure. Donc l'approche naïve, c'est de dire, c'est pas compliqué, je vais prendre les serrures une par une, et puis je vais essayer, puis au bout d'un moment, ça finira bien par rentrer dans un trou, quoi. À moins que je sois vraiment totalement bourré, je me suis planté le parking. Mais là, on peut plus rien pour vous. Donc ça, c'est une recherche linéaire. C'est-à-dire qu'on va tester un par un, évidemment, plus vous avez un grand parking, et plus ça va prendre de temps. Donc Olivier va vous expliquer en quoi les fonctions de hachage peuvent vous éviter ce genre de déboire. Oui. Si vous cherchez votre voiture, plutôt, vous avez un vague souvenir quand même que vous l'avez garée dans l'allée H, peut-être choisi tout à fait par hasard. Vous allez, plutôt que de chercher depuis le début du parking, si toutes les voitures une par une, vous allez vous mettre directement à l'allée H, qui va être a priori plus petite que l'ensemble du parking, et vous allez pouvoir chercher dans cette allée. Déjà, vous allez gagner du temps. Ensuite, vous pourriez aussi vous souvenir que votre voiture est rouge, et donc chercher uniquement dans les voitures rouges de l'allée H, etc., etc. Vous allez réduire l'ensemble des voitures à tester. Dans le meilleur des cas, vous allez avoir une performance en haut de 1. C'est-à-dire que vous allez arriver dans votre groupe, il y aura un seul objet, vous saurez directement si c'est celui qui vous intéresse ou pas. Mais c'est très sensible à la qualité de la fonction. On a plein de slides qui vous en reparleront. C'est une des choses à retenir de cette présentation. Donc là, on a un schéma. Je cherche ma voiture ou mon élément C dans ma structure de données, qui contient déjà 3 groupes, les fameux groupes qui regroupent les objets. Ces groupes sont indexés par un entier, donc 42, 27 et 13. Et donc quand je vais chercher mon C, je vais calculer son hashcode. Je vais obtenir 42. Et à partir de ce hashcode, je vais pouvoir aller chercher directement dans le bon groupe. Et ensuite, dans ce groupe, je vais comparer mon C avec tous les éléments qu'il contient pour voir si je le trouve ou pas. Ici, on va faire une comparaison avec 4 éléments au lieu de 9. Déjà, on ira plus vite. Il y a un contrat sur le hashcode, comme on l'avait sur le equals. Le contrat du hashcode, c'est qu'il doit être stable. C'est-à-dire que si vous ne modifiez pas votre objet, vous ne modifiez pas le hashcode. Encore une fois, pas de random, pas de choses bizarres. Et il doit être cohérent avec l'identité. C'est-à-dire que vous allez prendre un sous-ensemble des caractéristiques de votre identité qui vont vous permettre de calculer le hashcode. On rajoute pas de champ, pas de choses comme ça. C'est dans la Javadoc aussi. Donc là, ici, on a un exemple. Si on a un compte en banque qui a un equals qui prend uniquement l'ID et un hashcode qui prend l'ID plus la balance, le solde du compte, j'ai un premier objet account avec un ID 42 et un solde de 1000 €. Je le place dans une structure de données qui utilise les hashcodes, une sorte de table de hachage, et il va tomber dans le groupe A. Ensuite, je vais modifier ce compte, je vais créer une nouvelle instance peut-être, qui aura un montant différent parce que quelqu'un a fait un virement. Et là, donc, je vais le remettre dans la même structure de données, parce que je veux le remplacer, en fait, le mettre à jour. Par contre, son hashcode, puisqu'il dépend du solde, va modifier peut-être le groupe dans lequel je vais tomber. Donc, je ne vais pas retrouver mon compte initial. Et dans ma structure de données, j'aurai 2 copies de ce compte avec des données différentes. Vous voyez, ça va pas être terrible, ça. C'est moche. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un hashcode constant aussi? Parce que je vous ai dit que la fonction de classification retourne un entier, ça vous donne le groupe dans lequel on va chercher, et ensuite on cherche linéairement dans ce groupe. Mais si vous avez un hashcode constant, en fait, vous n'avez qu'un seul groupe, toutes vos données, elles sont ensemble, c'est ce qu'on voit ici, on les a toutes mises dans le même sac. Elles ont toutes un hashcode de 42, et donc quand je vais vouloir savoir si ma structure de données contient le C, je vais devoir comparer à tous les éléments, un par un, jusqu'à trouver le bon ou ne pas le trouver. Là, le comportement O de 1, pas terrible. Alors de la même manière que pour l'égalité, il y a une espèce de recette qu'on peut suivre pour le hashcode. Si vous êtes en Java 7 ou plus, vous avez toujours dans Object la méthode hashcode qui vous fait exactement pareil que la méthode equal, c'est-à-dire il va simplement tester la nullité de la référence que vous lui passez. Si c'est pas nul, il va prendre son hashcode, et si c'est nul, il renvoie une valeur constante. Et puis il y a la fonction hash, qui est très intéressante. Elle prend un vararg d'objets en paramètres. Et cette fonction hash, elle va vous permettre de fabriquer un hashcode de la manière la plus simple du monde. C'est-à-dire, dans votre méthode hashcode,
vous allez pouvoir faire objects.h, vous lui passez les différents champs qui composent, enfin, un sous-ensemble des champs qui composent votre identité. Et cette méthode hash, derrière, par le biais, ça passe par une ou deux déréférencements, mais au final, vous arrivez dans eures.hcode, qui va prendre tous vos objets en paramètres et qui va faire cet algorithme-là. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cet algorithme avec des 31 puissance machin, etc. Vous l'avez déjà vu quelque part? C'est grosso modo ce que vous génère Eclipse quand vous faites le clic-clic-clic, génère-moi un truc que je comprends pas, mais génère-moi. Donc ça ressemble beaucoup. En fait, vous n'avez absolument pas besoin d'encombrer votre code avec des choses générées par Eclipse, etc. Ou vous n'avez pas besoin d'écrire vous-même le truc. Il vous suffit d'appeler objects.h, de passer les bons champs, et vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas la chance d'être en Java 7 ou 8, ou si vous avez un architecte qui ne jure que par les Apache Commons, par exemple, vous avez différentes librairies qui vous permettent d'avoir des espèces de hashcode builder, des choses comme ça, dans lesquelles vous pouvez faire des append fields, etc., et qui vont vous cruncher un hashcode d'une façon ou d'une autre. Alors pourquoi pas, mais attention, ça ne vous dispense pas de réfléchir aux champs que vous allez utiliser pour votre hashcode. Et puis, méfiez-vous quand même un petit peu des implémentations. Par exemple, dans les Apache Commons, vous avez une implémentation d'un hashcode builder qui utilise la réflexion. La réflexion, c'est rigolo. On fait des trucs très tordus avec. Enfin, surtout moi. Mais c'est très lent. Donc, plutôt que de vous embarquer là-dedans, faites simple. Ça n'a pas besoin de trucs fonctions très compliqués. On va vous montrer des benches à la fin. Il faut juste que ce soit fait proprement. Et ça suffira amplement. Dans le JDK, equals et hashcode sont utilisés à plein d'endroits. On va vous montrer plus particulièrement, enfin on va vous décortiquer un petit peu, plus particulièrement deux structures qui sont hmap et identity hmap. Pourquoi on a choisi de vous montrer ces deux-là? Parce qu'elles n'utilisent pas tout à fait le hashcode de la même façon. Il y en a un qui a une structure interne en bucket, et l'autre qui a une structure interne en open addressing. Qui utilise un algorithme de type Open Addressing. On va vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur et vous montrer les différences. Notre hmap du JDK a une structure interne qui est en bucket, un tableau de bucket. Qu'est-ce que c'est un bucket? C'est un peu comme au KFC, c'est un panier dans lequel on va mettre des trucs. Tu trouves que je parle trop fort? Non, je trouve qu'on parle trop vite. Ah, on parle trop vite. D'accord. Donc quand on va vouloir insérer des choses dedans, on va devoir trouver le bucket de destination. Pour ça, il y a une petite fonction qui s'applique. Globalement, on prend le hashcode de la clé, on va triturer un peu les bits, ça sert simplement à augmenter l'impact des bits de poids fort. Les octets, parce qu'attention, ça peut être mal interprété. Oui, d'accord, les octets de poids fort. On manipule les octets. Après, c'était une petite blague d'Olivier. Après, ça se retrouve sur le net, tout ça. Bon, on nous a d'accord. Donc on va manipuler les octets, et ensuite on va faire un espèce de modulo. Ça ressemble beaucoup à une division entière globalement. Ça vous permet de ne pas aller plus loin que la fin du tableau. Parce que notre tableau, il a une taille finie, parce que sinon ça prendrait beaucoup de mémoire. Tout à l'heure, on vous a dit, on va séparer tous les objets, on va les mettre dans des groupes séparés. Ce qui va indiquer dans quel groupe on se trouve, c'est un int. Un int en Java peut avoir un peu plus de 4 milliards de valeurs. On ne va pas, pour chaque hmap, créer un tableau avec 4 milliards de buckets. Vous imaginez? Déjà, en Java, on ne peut pas faire des tableaux de 4 milliards. Mais en plus, ça consommerait énormément de mémoire. Donc pour ça, on va faire se rejoindre la théorie et la réalité. On va prendre un tableau et puis on va avoir un modulo. Quelle est la structure interne de ces buckets? Ces petits paniers dans lesquels on range tous nos objets? Eh bien, ça dépend. Dans OpenJDK 8, ça a changé par rapport à avant. Il y a deux types. Si vous avez peu d'éléments dans votre bucket, vous avez simplement une liste chaînée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez calculé votre hashcode, vous savez dans quel bucket vous allez chercher, vous allez parcourir chaque élément de la liste chaînée. Vous avez peu d'éléments, donc c'est pas très grave d'avoir une complexité en O de n quand on parcourt cette liste chaînée, parce que vous en avez peu. Le n est petit. Par contre, quand vous avez plus d'éléments, par exemple vous avez un hashcode constant, tout le monde est dans le même groupe, le même bucket, vous allez avoir énormément de monde, ou si vous avez beaucoup de collisions de hashcode. Dans ce cas, il y a une optimisation qui est faite depuis OpenJDK 8. Dès que votre bucket contient plus de 8 éléments,
il va 8 éléments ou plus. Je te vois faire la grimace, il corrige ce que je dis quand je dis des bêtises. Donc quand il y a 8 éléments ou plus, votre bucket va changer de structure plutôt que d'avoir la liste chaînée. Il va passer sous forme d'arbre. Un red black tree classique, vous pouvez regarder vos bouquins d'algorithmique, Wikipédia, sortir vos vieux cours. Là, simplement, un arbre qui est à peu près équilibré. La caractéristique de l'arbre red black, c'est que le chemin vers la feuille le plus court est au maximum la moitié du chemin vers la feuille la plus éloignée. Donc c'est un arbre qui est globalement équilibré. Et ce que ça va permettre, c'est que quand vous allez chercher un élément dans ce bucket, vous allez avoir une complexité qui va être O de log de n. On ne va pas parcourir n éléments, on va parcourir log de n, donc beaucoup moins. Ce qui tombe bien, c'est un bucket qui est bien rempli. La transformation est bidirectionnelle aussi. Si vous retirez des éléments, vous faites des removes sur votre map, l'arbre va pouvoir se retransformer en liste chaînée. Parce que la liste chaînée est moins consommatrice de mémoire. Petite optimisation. Pour information, le seuil n'est pas à 8. Dès que vous repassez à 7, ça ne va pas retourner en liste chaînée. C'est un peu plus bas. C'est 6. Mais c'est un détail d'implémentation. Avant OpenJDK 8, c'était tout le temps du linéaire. Hop, on a un petit schéma. Là, j'ai un tableau de buckets au-dessus de moi. Dans les deux premiers buckets, on a assez peu d'éléments. Donc 3 et 1. Et donc on a des listes chaînées. Vous voyez, ça ne va pas coûter grand-chose si on va parcourir tous ces éléments pour retrouver celui qui nous intéresse. Et notre troisième bucket, lui, contient un arbre qui contient 9 éléments. Ouais, c'est ça. Et quand on va chercher dedans, par contre, on voit que dans le pire des cas, on va faire une comparaison avec 4 éléments, et pas 9. Vous voyez bien, là, on a un gain intéressant. On peut aussi avoir des buckets qui sont vides, comme le quatrième. Vous n'avez mis aucun des éléments que vous avez mis dedans n'a un hash qui tombait dans ce bucket, donc on n'y a rien mis. La hashmap en pratique, dans OpenJDK toujours, elle a 16 buckets, donc un tableau de 16 éléments. Elle a ce qui s'appelle un load factor de 0,75. Le load factor, souvent, ça paraît un peu bizarre. En fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est que quand vous allez commencer à remplir votre hashmap, vous n'allez pas attendre d'avoir, par exemple, 16 éléments avant de vous dire « Ah bah, quand je vais mettre le 17e, je suis sûr d'avoir une collision. » Les collisions, statistiquement, vont arriver avant. Vous allez peut-être mettre 8, 9, 10 éléments selon la qualité de votre fonction de hachage, et vous allez probablement avoir une collision assez tôt. En fait, le load factor, ça va vous donner un seuil, à partir duquel, dès que vous allez dépasser ce seuil, vous allez faire un redimensionnement de la map. C'est-à-dire que vous allez doubler la taille du tableau, doubler le nombre de buckets, vous allez avoir beaucoup plus de place, de petits paniers, et si vous avez plus de place, vous avez moins de chances d'avoir des collisions. Vous allez donc diminuer la taille de ces listes chaînées. Peut-être que les arbres vont aussi diminuer de taille, voire devenir des listes chaînées. Par contre, on double la taille, on réalloue un nouveau tableau. Le tableau est plus grand. Donc il faut prendre tous les objets qu'on avait avant dans nos petits tableaux de buckets et les replacer dans le nouveau tableau. Ça a un coût, on le verra tout à l'heure. L'hashmap, si vous avez de la chance que vous avez une fonction de hachage correcte, enfin, de la chance ou un peu de talent dans l'implémentation, vous pouvez avoir une performance moyenne en haut de 1 ou haut de constante. Quelque chose qui est très bien comme caractéristique de performance. Vous avez beaucoup d'éléments et on vous garantit que ça va aller très vite pour les retrouver ou les insérer. En insertion, en recherche, le O de 1. Si vous avez une mauvaise fonction de hashcode, ça peut se dégrader en O de n ou O de log de n. Ça dépend. Donc, par exemple, le hashcode constant, ça va vous donner du O de n tant que vous n'avez pas plus de 8 éléments, et ensuite vous allez avoir l'arbre O de log de n. Mais vous imaginez, l'arbre, ça a beau être du log de n, si vous avez 10 millions d'éléments dans l'arbre, ça va être beaucoup moins rapide que O de constante. C'est-à-dire aller directement dans le bucket et trouver l'élément. Là, on a un truc intéressant aussi. Le petit symbole, là, vous le connaissez? Ça vous rappelle quelque chose? Levez la main. Quelqu'un le connaît? C'est pas le truc du site d'action. Hein, c'est un symbole mathématique qui veut dire que c'est proportionnel. Quand on parcourt une hashmap, le temps de parcours, la complexité du parcours va être proportionnelle à sa capacité, c'est-à-dire à tous nos buckets et tous les éléments qui sont dedans, le nombre d'éléments qu'elle pourra théoriquement tenir, et pas juste aux éléments qu'elle contient réellement. Tout simplement parce que quand vous allez la parcourir, vous allez devoir visiter chaque bucket un par un. S'il contient des données, vous allez parcourir les données que ce bucket contient. Et s'il ne contient rien, vous allez quand même avoir visité le bucket avant de savoir qu'il y a quelque chose ou pas dedans. Ça, c'était la fabuleuse hashmap que vous utilisez tous les jours, donc c'est conçu comme ça. Maintenant, je vais vous parler d'identité hashmap. Qui connaît cette bête-là? Il y en a qui trichent devant. Est-ce que vous avez déjà réellement utilisé l'identité hashmap? Oui, un petit peu. Ok.
Donc Identity HMAP, c'est une HMAP qui en fait, n'utilise pas votre equal, c'est votre hashcode. Vous allez dire, remboursé, tu nous as fait apprendre equal, ce hashcode pour nous dire que ça, en fait, ça sert pas. Ça sert pas dans celle-là, parce qu'en fait, c'est une HMAP qui est très particulière, elle fait la distinction physique entre les instances. C'est-à-dire, vous allez être capable d'associer des données, des valeurs, à des instances qui ont la même identité logique. Ça sert à quoi? Ça sert principalement quand vous avez des algorithmes qui utilisent des graphes. Vous parcourez un graphe, vous pouvez par exemple tomber sur différents nœuds. Vous pouvez avoir deux nœuds qui, d'un point de vue métier, ont la même identité, mais comme ce sont deux nœuds différents dans votre arbre, ce sont deux instances différentes en mémoire, vous avez peut-être envie d'associer des informations différentes à ces deux nœuds particuliers. Ça permet également, par exemple, dans la sérialisation, quand vous avez des cycles, vous avez fait une magnifique modélisation objet avec un parent qui a des enfants, les enfants pointent sur le parent, donc vous avez des graphes cycliques. Et quand vous allez sérialiser tout ça, vous n'avez surtout pas envie de partir en boucle infinie. Donc il faut se rappeler quelles instances très particulières vous avez vu passer. Et ça dépend uniquement de leur identité physique et pas de leur identité logique. Donc cette HMAP va utiliser égal pour comparer les éléments au lieu d'utiliser equals. Et comme elle n'utilise pas votre equals, il n'y a aucune raison pour qu'elle utilise votre hashcode. Donc c'est système identity hashcode qui va vous fournir un hashcode. Sa structure interne est un peu différente. Il y a toujours un tableau. Sauf que les éléments ne vont pas être stockés dans des structures elles-mêmes stockées dans le tableau. Les éléments vont être posés directement dans le tableau même. C'est toujours clé et valeur côte à côte. Donc à partir du hashcode qui a été généré par système identity hashcode, ça va vous donner une certaine position initiale dans le tableau. À cette position va être stockée la clé, et à la position juste à côté va être stockée la valeur. Vous aurez des couples comme ça, qui seront stockés l'un à côté de l'autre. Évidemment, il y a un peu de rehash, il y a un peu de bit shifting, il y a un peu de manipulation d'octets. Tout ça pour améliorer un petit peu la répartition de vos éléments dans la structure. Ça peut ressembler à ça, si on dessine mal. Donc là, imaginez, vous avez inséré une première paire clé-valeur, et puis par le biais des hashcodes, etc., ça vous a dit qu'il fallait stocker l'index 0 pour la clé et 1 pour la valeur. Puis vous avez inséré un deuxième élément qu'on a inséré à l'index 4 et 5. Et puis pour la troisième paire clé-valeur, soit son hashcode vous a indiqué qu'il fallait la stocker aux index 6 et 7, soit elle vous a indiqué qu'il fallait le stocker aux index 4 et 5, mais la position était déjà prise. Donc dans ce cas-là, ce que fait l'identity HMAP, c'est qu'elle va faire ce qu'on appelle du linéaire probing. Probing, c'est simplement de la vérification. C'est-à-dire, elle va tâtonner, elle va dire, ok, là c'est plein, mais à côté, est-ce que... Voilà. Et pourquoi linéaire? On va voir tout à l'heure, il y a plusieurs algorithmes, mais elle va simplement tester linéairement. Donc elle va essayer la case d'à côté, puis si c'est encore plein, la case d'à côté, etc. Le tableau initial contient 32 cases, mais comme à chaque fois on stocke la clé et la valeur, grosso modo, vous pouvez stocker 16 paires. Le load factor est plus petit que dans la HMAP, c'est-à-dire la identity HMAP va attendre moins longtemps avant de se redimensionner. Elle va garantir toujours qu'il y a plus de place que dans une HMAP traditionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas cette astuce de dire je peux transformer en arbre, je peux transformer en liste chaînée, etc. Donc si vous n'avez pas de chance et que vous avez ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire que tous vos éléments tombent à peu près aux alentours des mêmes index, vous allez avoir beaucoup de tests pour vérifier si l'index suivant est libre, etc. Vous n'avez surtout pas envie de faire ça. Donc, le mieux, c'est d'avoir un tableau très grand, de manière à ce que le hashcode ventile sur plein de positions initiales différentes, de manière à éviter de tester systématiquement la position suivante. C'est un peu comme dans le métro. Je ne sais pas si vous prenez la ligne, vous savez, les grandes lignes qui sont d'un seul bloc, là. La 14, la 1, etc. Imaginez que tout le monde rentre par la porte arrière. Les gens rentrent un par un. Premier qui trouve un siège s'assoit. Le deuxième, il arrive. Premier siège est pris, il va prendre le deuxième. Tac. Le troisième, il va arriver. Le premier est pris, le deuxième est pris, il va se mettre au troisième, etc. Donc, si tout le monde rentre par la même porte, vous voyez que ça va prendre un certain temps avant que tout le monde soit installé. Pas très efficace. C'est pour ça qu'avoir un bon hashcode, ça va vous permettre d'avoir plus de portes dans le métro, et que donc les gens rentrent à différents niveaux. Et ceux qui rentrent un peu plus loin, ils trouvent plus naturellement, rapidement, un siège libre. Donc ça marche comme ça dans Identity HMAP. En cas d'atteinte du seuil maximal,
c'est comme la HMAP, la taille du tableau va être doublée, et les éléments de l'ancien tableau vont être pris et redéposés dans la nouvelle structure, donc ils vont être rehachés, redispersés, etc. Encore une fois, ça va avoir un certain coût. Comme la HMAP, la performance globale est en O2N si votre fonction de hachage est à peu près correcte, qui peut se dégrader en O2N, et là, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de transformation en arbre qui vous permet d'éviter du O de N et de passer en O de log de N, là, il n'y a pas. Donc si ça se passe mal, ça se passe très mal, il faut retomber en O de N. Et comme la HMAP, le parcours est proportionnel à sa capacité, parce qu'il faut tester toutes les cases pour vérifier qu'il n'y a pas d'élément dedans. Non, on vous a parlé du fonctionnement de la HMAP, de l'identity HMAP. On vous a dit que le hashcode, il fallait qu'il ventile bien, sinon vous allez avoir des problèmes de performance. On vous l'a dit, maintenant on va vous le prouver avec des graphes. On a fait quelques benches, j'espère qu'ils sont corrects et qu'on ne les a pas ratés, n'est-ce pas Pierre? Donc les performances des tables de hachage sont directement liées à la qualité de la fonction. On l'a déjà dit plein de fois, ça fait pas de mal. La fonction idéale, elle disperserait beaucoup nos objets. C'est-à-dire qu'on va avoir des résultats sur l'ensemble des valeurs possibles, des int existants, et elle serait très rapide à calculer. Si vous mettez 3 minutes à calculer votre fonction de hachage, vous irez peut-être plus vite en faisant une recherche linéaire. Toujours à éviter la constante. Qu'est-ce qui se passe quand on a un hashcode constant? Nous avons essayé pour vous. Ça a été fait par des professionnels, ne refaites pas ça à la maison. Ou vous pourrez regarder, on publiera le code sur un GitHub et les slides aussi. J'ai cru voir des gens qui prenaient en photo les slides, on les publiera, ne vous inquiétez pas. Donc on a fait un petit test. Qu'est-ce qui se passe quand on a un hashcode constant? On a inséré 2 millions de strings dans un set. On a triché, c'est un objet qui encapsule la string, comme ça on a la main sur la fonction de hachage. Et on a fait varier le nombre de caractères de la string qu'on va prendre pour calculer ce fameux hashcode. On en prend 0, puis 1, puis 2. Et on insère toujours nos 2 millions d'éléments dans un set. Si on prend 0 caractère, la fonction de hachage donc retourne un nombre constant, toutes nos chaînes de caractères, tous nos objets vont tomber dans le même bucket. Tout le monde a le même hashcode, tout le monde est dans le même bucket. Chaque fois que vous allez insérer un élément, vous allez devoir trouver ce bucket, trouver la fin du bucket, pour trouver où est-ce que vous allez insérer votre élément, et ensuite vous posez votre élément et vous passez au suivant. Ça va être de pire en pire. Si on insère encore plus d'éléments, ça serait encore plus lent. On aura un comportement exécrable. Personne ne veut une application lente, donc ne faites pas de hashcode constant. Ensuite, on a essayé avec un caractère. Si on a, supposons par exemple, des chaînes de caractères qui contiennent que des lettres minuscules, pour être simple, on a 26 possibilités. Même en supposant que nos chaînes de caractères en entrée n'aient pas une dispersion idéale dans l'ensemble des lettres possibles, on a peut-être plus de A, plus de B que de Z, si c'est des noms par exemple, des noms de famille. Mais on voit que maintenant, quand on insère nos 2 millions de strings qui tombent dans 26 groupes possibles, on prend beaucoup moins de temps. Avant, on prenait 12 secondes pour mettre 2 millions d'éléments. Là, on tombe à moins d'1 seconde, qui est déjà pas mal. Et ça s'améliore. Si on utilise 2 caractères, on se retrouve avec, toujours avec des lettres minuscules, 26 x 26, 26 au carré groupe d'arrivée. On va disperser énormément les éléments, on va avoir beaucoup moins d'éléments dans chaque bucket, et donc les insertions vont aller beaucoup plus vite. Et si on ajoute des caractères, on a été jusqu'à 6, très rapidement, ça s'amortit. Parce qu'en fait, vous allez avoir énormément de groupes, mais vos groupes vont être très peu remplis. Donc que vous ayez une performance, que vous ayez 1 ou 2 éléments dans votre groupe, ça ne changera pas grand-chose, vous n'allez pas le sentir. Si on allait plus loin, qu'on avait une fonction de hashcode hyper complexe, on aurait sûrement une montée. On ne l'a pas testé, on suppose. Quelqu'un tousse, c'est parce qu'il n'est pas content. Le hashcode par défaut. On dit que tous les objets ont un hashcode. Tous les objets ont aussi une méthode equals. Le equals par défaut, il fait un égal égal. Est-ce que c'est vraiment le même objet, physiquement? Le hashcode par défaut, vous êtes déjà posé la question. Par exemple, vous faites le toString, vous faites le toString d'un objet qui n'a pas redéfini le toString, vous obtenez le nom de la classe, quelque chose. C'est le hashcode. Souvent, on vous dit, c'est l'adresse mémoire. Et on ne peut pas le vérifier, c'est une méthode native. En tant que développeur, si on regarde juste dans le JDK, on ne voit rien. Et donc, on a regardé. Moi, c'est comme ça que j'ai eu l'envie de faire cette présentation. Un jour, dans un script, j'ai vu un flag, -xx de point hashcode égale 5. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça?
Ça m'a interpellé parce que j'aime bien comprendre comment marche ma JVM. Et donc j'ai regardé dans le code source d'OpenJDK et j'ai vu qu'il y avait une implémentation, il y en a 6. 6 implémentations de hashcode dans votre OpenJDK. Par défaut, en Java 8, c'est hashcode égale 5. On verra tout de suite ce que c'est. Et avant, c'était hashcode égale 0. Voilà nos 6 hashcodes. On a du random. On en a 2 qui sont basés sur l'adresse mémoire. On a une constante, une séquence, un Marseillais XOR Shift. Ouais. Et là, il y a un truc intéressant. Vous vous souvenez du contrat de hashcode? Le contrat de hashcode dit que 2 objets qui sont égaux ont le même hashcode. Laquelle est correcte là-dedans? C'est la 2, celle qui renvoie une constante. Mais un hashcode constant, ça va être lent. Si vous ne redéfinissez pas hashcode sur les objets qui ont un equals, vous allez avoir des performances toutes pourries si vous voulez un hashcode correct. C'est un peu bizarre. Alors comment marchent ceux qui sont dans le JDK? Avant, je vous ai dit, on avait un random. Donc random, c'est-à-dire, on génère un nombre pseudo aléatoire. Hop, j'ai mon hashcode. C'est pas l'adresse mémoire, en fait. Mais le random, si on a beaucoup de threads, parce que maintenant on a des serveurs avec plein de cœurs, on fait plein de threads, on peut avoir plein de threads qui vont générer des randoms en même temps. Ça va causer de la contention. Contention, c'est simplement quand beaucoup de threads accèdent à une ressource partagée, protégée par un lock ou quelque chose comme ça. Ça peut être lent. Il y a un seul thread à la fois qui va générer son random. Donc ça pose des problèmes de performance quand vous avez beaucoup de cœurs. Et il y a une façon de faire un peu mieux, qui est le Marseillais XOR Shift. Vous pouvez voir les détails dans OpenJDK si vous êtes un peu curieux, ou sur Wikipédia. Quel est le principe? C'est aussi un générateur de nombres pseudo-aléatoires, mais qui va être spécifique à chaque thread. Donc, quand vos threads vont générer des hashcodes natifs, ils ne vont pas avoir de contention, ils vont aller plus vite. Le hashcode par défaut, une fois qu'il a été généré, en fait, on a vu que ça pouvait être un random, ça pouvait être l'adresse mémoire. Vous savez que votre garbage collector peut déplacer vos objets dans la heap. Donc, si c'est l'adresse mémoire ou quelque chose de random, il faut que je garde le souvenir du hashcode que j'ai donné à un objet. En fait, dans OpenJDK, c'est tout simple, c'est écrit dans le header de l'objet. Le header de l'objet, c'est un petit emplacement mémoire que chaque objet a. Vous ne pouvez pas le voir de votre code. Ça sert à la JVM à gérer ses données internes, savoir quelle est la classe d'un objet, avoir des infos comme le hashcode. Et un truc intéressant, c'est que en fait, c'est intéressant d'avoir des headers tout petits. C'est-à-dire que vous économisez de la mémoire. Pour chaque objet, vous payez le prix du header, donc il faut qu'il soit le plus petit possible. Et donc, les développeurs d'OpenJDK entassent le plus d'informations possible au même endroit dans ce header. Et en particulier, l'endroit dans lequel on écrit le hashcode, c'est le même que celui dans lequel on écrit des informations liées à la synchronisation. Le bias locking, si vous connaissez. Ça peut être il y a d'autres choses, c'est beaucoup plus complexe. J'ai pas le temps de vous en parler maintenant, mais ça m'intéresse si vous avez des questions. Et on a aussi le système Identity Hashcode, celui qui est utilisé par le Identity Hashmap qu'Olivier vous a présenté. Lui, il va bypasser complètement le hashcode défini sur votre classe, et il va utiliser en fait le même code, le hashcode natif. Donc un Marseillais XOR Shift si vous êtes en Java 8, et l'écrire dans le header. Maintenant, on va voir d'autres choses sur les performances qu'Olivier va vous présenter. Vous avez bien compris que si vous ne fournissez pas un hashcode, la JVM se charge de vous en fournir un et vous avez le choix entre la peste et le choléra. Un qui ne marche pas bien, ou un qui n'est pas correct vis-à-vis de votre equals, ou un qui est correct mais qui est lent. Bon. Il y a un autre facteur qui influence énormément la performance de vos maps, et en particulier de HMAP. C'est le prédimensionnement. On vous a dit que la HMAP et l'identité HMAP commençaient avec une capacité grosso modo de 16 éléments, et qu'au fur et à mesure que ça se remplissait, on allait créer des structures plus grandes, déplacer les éléments, les rehacher, etc. Donc ça a un certain coût. Et on ne s'imagine pas, tant qu'on n'a pas benché, à quel point effectivement ça coûte cher. Donc on va voir ça. Prédimensionner vos collections, ça va vous permettre déjà de minimiser les collisions. C'est-à-dire que si vos métros ont beaucoup de portes, les gens vont pouvoir rentrer par beaucoup d'emplacements et donc trouver des sièges beaucoup plus rapidement. Et puis la dégradation est vraiment proportionnelle, la dégradation des performances de vos maps est proportionnelle au taux de collision. Donc si vous avez énormément de collisions, eh bien vous aurez des performances un peu dégoûtantes. Une fois que vous prédimensionnez, ça vous permet aussi d'éviter les redimensionnements inutiles. Si vous savez que vous allez insérer 1 million d'éléments dans votre map, commencez pas avec une map de 16. Vous voyez.
Ça fait 16, 32, 64, etc. C'est-à-dire qu'en évitant le redimensionnement, vous allez éviter de générer du garbage, parce que toutes les structures intermédiaires dont vous aurez eu besoin au fur et à mesure pour stocker vos éléments, elles vont être jetées. Donc il va falloir qu'elles soient récupérées par le garbage collector, elles vont encombrer votre mémoire. Et puis ça va éviter le rehachage, parce qu'à chaque fois qu'on change de structure, on reprend tous les éléments et on les remet dans la nouvelle. Donc tout ça, c'est un certain coût. La bonne façon de prédimensionner, c'est de prédimensionner toujours un peu par excès. Vous ne savez pas trop combien vous aurez d'éléments, pensez que vous en aurez 100, donc imaginez que vous prédimensionniez exactement à 100, et puis, pas de bol, vous en avez 101. Vous savez, on arrive tous à se planter sur les off by one, vous savez, c'est l'histoire des piquets des intervalles, un jour ou l'autre, il y en a un trop. Donc si vous en avez plus 100 mais 101, vous allez forcer votre structure à passer à un tableau de 200, et donc vous aurez 101 éléments dans un tableau de 200. Donc vous avez perdu la moitié de la place. Tout ça pour éviter de dire, je prédimensionne un poil par excès à 110 par exemple. Donc faites toujours un peu par excès, sachant que ça ne coûte pas forcément plus cher, parce qu'en fonction des implémentations de la map, bon, il y a l'histoire du load factor, etc., mais la map est systématiquement alignée aux puissances de 2, pour des questions d'efficacité de calcul. C'est-à-dire que vous prédimensionniez à 100, 110, 115, 120, de toute façon, la map elle va dire, attendez, la puissance de 2 la plus proche, c'est 128. Donc votre tableau interne, il sera toujours de 128. Donc essayez pas de jouer au plus fin. Sachez simplement que si vous êtes aux alentours d'une puissance de 2, faites un peu attention, quoi. Alors, on vous a fait des jolis graphes bicolores. Ce graphe, ça vous représente le coût unitaire d'un redimensionnement en fonction de la taille courante de la map. Donc on a fait très attention. On a fait des grandes maps, vous voyez, de plus en plus grandes. On les a remplies jusque-là. C'était jusqu'à la capacité maximale. On a regardé combien de temps ça mettait pour remplir les éléments jusque-là. Et puis on a mesuré combien ça mettait de temps pour remplir tous ces éléments plus 1. Sachant que le plus 1 va déclencher le redimensionnement. Et donc vous avez, alors quand c'est des petites maps, bon, ça se voit pas trop, c'est du pouillème de millisecondes. Quand vous arrivez à 200 000 éléments, vous payez peut-être 1 ou 2 millisecondes, et quand vous arrivez à 3 millions d'éléments, vous payez, vous voyez, de 60 à 85, donc vous tapez 25 millisecondes, juste de redimensionnement. Si vous avez des SLA, des services level agreement qui disent attention, votre page ne doit pas répondre en plus de 20 millisecondes, vous venez déjà de vous taper 25 millisecondes de redimensionnement. Donc pour ça, c'est intéressant de bien prédimensionner les éléments. Et puis on vous a fait un second graphe, parce qu'on est comme ça, qui montre le coût total des redimensionnements. C'est-à-dire on a mesuré l'insertion d'un certain nombre d'éléments dans une map qui était déjà correctement prédimensionnée. Donc ça c'est notre baseline, donc il y a 0 redimensionnement, on a directement la bonne taille, on met tous les éléments dedans. C'est en rouge. En rouge. Et puis on a mesuré la même insertion, le même nombre d'éléments, mais dans une map qui a simplement été créée avec new hmap. Donc c'est-à-dire qu'il part avec une structure interne de 16 éléments. Donc notre structure interne, elle va se taper 16, 32, 104, 128, etc. Vous avez donc le temps cumulatif de tout ça. Et vous voyez, quand vous arrivez aux alentours de 3 millions d'éléments, eh bien vous payez un peu plus de 30 millisecondes au total de redimensionnement. Alors les premiers petits redimensionnements de 16 à 32, etc., ça va très très vite. C'est après, vous avez vu que ça commence à coûter très très cher. Alors je ne sais pas combien manipulent couramment des maps de 3 millions d'éléments. Vous avez des grosses maps en général. Qui manipule des volumes un peu importants? Ouais. J'imagine qu'avec les volumes que vous avez aussi... vous êtes dans des métiers ou sur des applications qui sont un petit peu critiques, qui doivent répondre vite, non? Ou pas du tout? Ouais. Donc voilà, prédimensionner correctement les collections. Avoir une collection correctement prédimensionnée, ça vous permet également de minimiser les collisions. Alors, les collisions peuvent être gérées de différentes façons. Il y a plein d'algorithmes, c'est un domaine de recherche qui est en pleine activité. On a vu le chaînage. Donc ça, c'est ce que fait la hmap quand elle a des buckets de taille relativement petite. Si vous mettez les éléments, ils vont être chaînés les uns aux autres. Avec ou sans une initiale, c'est-à-dire que dans chaque bucket, vous avez peut-être une linked list qui ensuite va contenir les éléments, ou peut-être que les éléments peuvent se chaîner eux-mêmes.
Donc c'est-à-dire que dans le tableau, c'est le premier élément que vous allez trouver, et il pointera sur le deuxième, etc. Donc un niveau d'indirection supplémentaire ou pas. Vous avez de l'open addressing, ça c'est ce qu'on a vu avec Identity HMAP, c'est-à-dire on stocke tout dans le tableau directement. Et quand il y a une collision, on peut appliquer un algorithme de linéaire probing, c'est-à-dire je regarde celui qui est juste après, de quadratic probing, c'est-à-dire je regarde celui qui est après, puis s'il est déjà pris celui qui est 4 cases plus loin, et s'il est déjà pris 16 cases plus loin, etc. Vous voyez, ça permet d'aller beaucoup plus loin, plus rapidement. Ou on peut rehacher l'objet, on peut avoir plusieurs fonctions de hash pour dire est-ce que je peux le mettre là? Oui, ah, je ne peux pas le mettre là, ben, je vais utiliser une autre fonction de hash pour essayer de le coller ailleurs. Vous avez des choses un peu plus rigolotes comme le cuckoo hashing. Allez voir sur Wikipédia, c'est assez amusant. Ça réplique le comportement du coucou, vous savez, l'oiseau. Il n'a pas envie de s'embêter à faire un nid, donc il va squatter le nid des autres, il pond. Et comme les œufs de coucou éclosent beaucoup plus rapidement que les autres, les poussins arrivent, ils voient des œufs autour, ils balancent tout par-dessus bord. En fait, ils squattent le lit. Ben, c'est exactement pareil. Donc cette fonction de résolution fait la même chose. On essaye un certain nombre de fois d'insérer l'objet à différents emplacements. Si ça ne marche pas, bon, il y a un élément qui est là, on va le shooter plus loin. Alors l'élément, évidemment, n'est pas jeté de votre map. Il va être simplement rehaché à son tour pour essayer de le recaser ailleurs. Allez voir, c'est assez rigolo. Donc en conclusion, j'espère que vous êtes convaincus que equals et hashcode c'est très important. Vous êtes sûrement dit, bah, moi je connais en arrivant ici, j'espère que vous avez quand même appris des trucs. C'est important pour l'identité métier, savoir qui sont vos objets, comment vous les retrouvez, et aussi pour la performance et la cohérence des collections. Effectivement, on vous l'a montré, un bon hashcode ça va permettre d'aller plus vite, et on vous a aussi montré l'exemple du bank account où on ne retrouve pas la donnée. Ça, c'est pas très bon. Comme nos ministres, vous savez, ils avaient oublié qu'ils avaient un compte en banque. Ah oui, le compte en banque en Suisse, le fameux. Mauvaise fonction de hash. Il faut aussi respecter les contrats, ils ne sont pas très compliqués, regardez-les dans la Javadoc. Faites attention, si vous l'écrivez à la main, faites attention à bien le respecter. Si vous le faites générer, en général ça va marcher. Choisissez quand même bien les champs en fonction de l'identité de votre objet, bien sûr. Et enfin, là on vous a parlé de table de hachage, mais il y a plein d'autres structures de données. Dans le JDK, vous avez des tree maps, plein de choses, des heaps, etc. Et vous en avez aussi en dehors du JDK. Ça peut être intéressant des fois quand vous avez des problèmes un peu particuliers de faire une petite recherche Google et voir comment on peut... Est-ce qu'il n'y a pas une structure de données qui résout directement le problème que j'ai? Soyez curieux. Pareil, c'est pas très dur. Honnêtement, les collections qui sont dans Java Util peuvent se décrypter relativement facilement. Bon, pour celle de Java Util concurrente, il faut s'appeler Doogly pour comprendre. Mais ça, c'est autre chose. Et oui, regardez le code source de votre JDK, les structures de données, les hashmaps, c'est comme ça qu'on a rédigé cette conférence. On a regardé le code source. Le code source ne ment pas sur l'algorithme qui est utilisé. Donc en conclusion, moi je suis Olivier, c'est Olivier aussi. Vous pouvez nous trouver sur Twitter. Et si vous avez des questions, c'est le bon moment. Et on vous remercie d'être venu à cette dernière séance du dernier jour. Si vous avez encore un peu d'énergie, je vous remercie. On a grosso modo 2 minutes pour des questions éventuellement, mais sinon, on traîne encore dans le coin, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Oui. Oui. Gageot. David. Vas-y, je la répéterai. Pourquoi deux algos de gestion de collision différents dans le JDK? Alors la question, c'est pourquoi on a deux façons de gérer les collisions différemment? Pourquoi l'algorithme n'est pas le même dans HMAP et dans Identity HMAP? Je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas, les cas d'application sont peut-être plus de courses dans un cas. Sans doute, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication dans les commentaires de la classe en tout cas. J'ai pas mal de magic number traînés dans les slides. Je voulais savoir si vous savez comment ces magic numbers ont émergé en fait. Je sais pas la taille à 16, par défaut. Donc la question c'est, il y a eu beaucoup de magic numbers, donc par exemple la taille à 16, je pense que tu parles aussi de pourquoi on fait 31 fois quelque chose quand on calcule des hashcodes. Pour la taille de la hashmap, c'est en analysant des applications, les développeurs d'OpenJDK se sont rendus compte que c'était un bon choix par défaut pour la taille de hashmap. S'ils avaient mis plus petit, ça cause peut-être plus de redimensionnement dans le fonctionnement normal d'application. Si c'était plus grand, ça consommerait plus de mémoire.
Enfin, il y a régulièrement des choses qui sortent par les gens qui font de la performance sur OpenJDK. Par exemple, Alexei Shipilev, récemment, il a parlé de chaînes de caractères aussi, les strings. Est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce que c'est intéressant? Donc je pense que c'est assez empirique. Hein. On teste, ça marche mieux comme ça, on va mettre cette valeur. Je vais répondre aussi pour pourquoi on a un 31 par exemple dans le hashcode où on vous a dit il faut mettre un nombre premier. En fait, qu'il soit premier, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit impair. S'il est impair, ça va permettre quand vous allez dépasser la taille du tableau de retomber sur quelque chose qui n'est pas un multiple de une puissance de 2. Ça permet d'éviter de tomber tout le temps dans, à peu près au même endroit. Les nombres premiers, c'était utile avant Java 1.4 parce qu'en Java 1.4, la hashmap du JDK était basée sur un tableau qui avait une taille qui était un nombre premier. Quand ça se resizait au nombre premier suivant. Théoriquement, c'est des genres de hashmap qui sont plus efficaces. Par contre, le problème, c'est que il y a besoin de faire une division entière pour trouver le bon index. Et la division entière, en fait, est plus lente que le bit masking qui est utilisé par la hashmap avec des puissances de 2. C'est simplement, en pratique, c'est plus rapide comme ça, donc ça passe dans le JDK. D'autres questions? On n'a plus le temps apparemment pour les questions, sur scène en tout cas. Donc je vous invite à venir nous voir après. Et on va devoir libérer la salle pour les cascodeurs, je crois. Ouais. Voilà. Merci beaucoup.